Alors, on commence un nouveau chapitre aujourd'hui, c'est le chapitre sur l'énergie. Alors, on va commencer par définir un petit peu ce que c'est que l'énergie. Alors, c'est la propriété des objets qui nous renseigne sur la capacité des objets à faire quelque chose. Alors, faire quelque chose, c'est quoi? C'est bouger, c'est changer d'état, c'est créer un courant électrique, chauffer, émettre de la lumière. Toutes ces choses que peut faire un objet, eh bien, c'est les manifestations de cette propriété qui est d'avoir de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'énergie au juste? Eh bien, on sait qu'elle existe sous différentes formes. Alors, les différentes formes d'énergie que vous avez déjà étudiées au lycée, c'est l'énergie cinétique, l'énergie de gravitation, l'énergie électrique. En chimie, vous avez vu dans les réactions chimiques qu'il pouvait y avoir de l'énergie qui était dégagée dans une réaction chimique, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire. Alors, tout ça, c'est des formes d'énergie. Alors, ce qu'on sait de l'énergie, ce qu'on sait d'autre sur l'énergie, c'est qu'elle peut passer d'une forme à une autre. Et cette transformation peut être réversible ou non réversible. Alors, par exemple, on va voir un exemple de transformation réversible. C'est l'énergie électrique qui peut se transformer en énergie mécanique. Et cette transformation est réversible, c'est-à-dire qu'elle fonctionne dans les deux sens. L'énergie mécanique peut, elle, se transformer en énergie électrique. Alors, c'est ce qui se passe dans une voiture. Vous avez l'énergie électrique qui est fournie par la batterie qui va permettre au moteur de se mettre en route. Et pendant que la voiture roule, eh bien, il y a l'alternateur qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique pour recharger la batterie. Donc là, vous avez une transformation réversible. Mais il existe aussi des transformations qui ne sont pas réversibles. L'énergie solaire, vous avez étudié la photosynthèse en sciences naturelles, vous avez vu que l'énergie solaire se transformait en énergie chimique dans les plantes pour leur métabolisme et leur fonctionnement, mais cette énergie chimique ne peut pas se retransformer en énergie solaire. Donc vous avez là un exemple de transformation non réversible. Voilà, donc en gros, les petites choses qu'on peut dire à propos de l'énergie sans vraiment pouvoir la définir parce que c'est une notion qui est difficile à appréhender, difficile à définir. Alors, on va y aller par étapes, on va voir certaines formes d'énergie et ça nous aidera à mieux comprendre ce que c'est que l'énergie. Alors, on va parler de travail maintenant, de travail et d'énergie cinétique. On va considérer une particule de masse petit m qui est soumise à une force F. Alors, imaginons que on puisse connaître cette force F qui s'applique à notre particule. Et cette particule, on lui fait faire un déplacement, un très petit déplacement élémentaire dl. Alors, ça va se produire pendant un intervalle de temps dt, donc un déplacement élémentaire dl. Alors, voici la trajectoire de la particule et voici la particule donc de masse petit m et on lui fait avoir un petit déplacement élémentaire dl. Alors, ce déplacement, on va le prendre tout à fait quelconque, c'est-à-dire que si la force est orientée dans cette direction, eh bien, le déplacement va se trouver sur la trajectoire de la particule. Il va faire, le vecteur déplacement va faire un angle θ avec la force qui est exercée sur la particule. Alors, si la particule effectue ce déplacement dl, eh bien, on va appeler, c'est une définition, on appelle travail élémentaire dW, la quantité dW égale le produit scalaire de la force par le déplacement élémentaire. Alors, dW,
Le petit d, c'est une petite quantité de travail, d'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le travail élémentaire. Alors, ce travail élémentaire est défini, il est toujours relié à un déplacement élémentaire dl. Alors, on a déjà étudié le produit scalaire au début du semestre. Vous savez que le produit scalaire, c'est le produit des modules des vecteurs par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc, pour une force qui a cette orientation et un déplacement élémentaire qui fait un angle θ avec cette force, eh bien, vous allez avoir le déplacement élémentaire qui est égal au produit du module de f par le module de dl par le cosinus de l'angle θ. Alors, ce travail élémentaire, le travail de la force, correspond toujours à une variation d'énergie. Alors, on verra au fur et à mesure qu'on étudiera les différentes, qu'on reviendra sur les différentes forces qu'on a étudiées jusqu'à maintenant et qu'on regarde quel est leur travail, eh bien, on va se rendre compte que la forme de cette énergie va dépendre de la nature de la force. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail correspond à une variation d'énergie et que la forme de cette énergie qui apparaît lors d'un travail d'une force et la variation d'énergie qui apparaît, eh bien, la forme de cette énergie, elle va dépendre évidemment de la nature de la force. Alors, pour le moment, on va définir ce travail en essayer de voir à quelle forme d'énergie il va correspondre, en prenant une force tout à fait quelconque, c'est-à-dire qu'on ne fait aucune hypothèse sur la nature de la force. Une petite seconde. Voilà. Alors, on ne fait pas d'hypothèse sur la nature de la force, on va calculer ce travail et puis on va voir à quelle forme d'énergie ça va correspondre. Alors, j'écris donc que le travail, c'est le produit scalaire FDL et je vais écrire l'expression de la force. Alors, la force, je vous rappelle qu'on l'a définie au tout début du chapitre sur la dynamique. La force, on l'a définie comme étant la dérivée de la quantité de mouvement P. Donc, je remplace ici la force par la dérivée de la quantité de mouvement, donc la dérivée du produit mv. Donc, je vais avoir mdv sur dt et je fais le produit scalaire, j'ai oublié le point. Je fais le produit scalaire avec le vecteur dl. C'est bon? Alors, j'ai donc, quand j'écris mdv sur dt et je fais le produit scalaire avec dl, je ne change rien à cette expression. Si ce facteur dt, je le mets non pas en dessous de dv, mais je le mets en dessous de dl. Donc, je vais pouvoir dire que ça revient au même que mdv, donc une petite variation du vecteur vitesse, et je fais le produit scalaire de mdv avec dl divisé par dt. Or, dl divisé par dt, c'est quoi? C'est le déplacement élémentaire divisé par l'intervalle de temps pendant lequel on a effectué ce déplacement élémentaire. Alors, c'est quoi cette quantité? Eh bien, c'est la vitesse. D'accord ou pas? C'est la définition de... C'est notre DOM sur dt qu'on a défini comme étant la vitesse instantanée de la particule. Alors, si je remplace ici dl sur dt par le vecteur v, et sachant que le produit scalaire est commutatif, eh bien, je vais pouvoir écrire que j'ai, alors ici, à la place de dl sur dt, j'ai v, donc je vais avoir m dv produit scalaire avec v, donc je peux écrire que c'est mv scalaire dv. Alors, je vous rappelle
qu'on avait vu à propos du produit scalaire. On avait étudié ça avec à propos des dérivés. Quand on faisait la dérivée du produit scalaire de V par lui-même, on avait trouvé que c'était 2 fois la dérivée, 2 fois V multiplié par la dérivée de V. Alors, ça revient exactement au même quand on parle de différentiel, donc de petites variations du produit scalaire de V par lui-même. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. Je dérive le premier terme et je multiplie par le deuxième, plus, cette fois je garde le premier terme et je multiplie par la dérivée du deuxième. Donc, quand je dérive le produit scalaire de V par V, eh bien j'ai V, alors le produit scalaire de V par dV sur dt, plus dV sur dt, produit scalaire V. Donc, deux fois la quantité V scalaire dV sur dt. Donc, si je multiplie le tout par dt, j'ai les différentiels. Donc, la différentielle du produit scalaire de V par lui-même, c'est 2 fois le produit scalaire de V par sa différentielle. Alors, je reviens donc à mon résultat ici quand j'ai fait passer mon dt ici sous le dl pour faire apparaître le vecteur vitesse ici. Donc, j'avais mv dv. Or, je viens de revoir que v, le produit scalaire v dv, alors si je regarde là, eh bien, c'est la moitié du produit scalaire de v par lui-même. Eh bien, ça veut dire que le travail élémentaire, en réalité, c'est m multiplié par la différentielle du produit scalaire de v par lui-même divisé par 2. Alors, autre rappel à propos des vecteurs, quand vous multipliez, quand vous faites le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le module de v multiplié par le module de v multiplié par le cosinus de 0. Le sinus de 0, c'est 1. Donc, le produit scalaire de v par lui-même, eh bien, c'est le module de v multiplié par le module de v, c'est-à-dire le module de v au carré. Alors, je reprends à cette étape. Donc, j'ai m différentiel du produit scalaire de v par lui-même divisé par 2. Ça veut dire que je viens d'écrire ici, à la place du produit scalaire de v par lui-même, je vais mettre le module de v au carré. Donc, mon travail élémentaire, eh bien, en réalité, c'est la différentielle de 1/2 de mv carré. C'est-à-dire qu'un travail élémentaire, donc correspondant au déplacement de la particule, alors à un petit déplacement élémentaire de la particule sous l'action d'une force F. Donc, vous avez, je rappelle, une force F qui est appliquée à la particule, un petit déplacement que va faire la particule, c'est-à-dire qu'elle va passer de ce point à celui-là. Eh bien, à la fin de ce déplacement, elle aura eu, cette particule de masse petit m, elle aura eu une variation de la quantité 1/2 de mv carré qui va être égale, la variation de cette quantité 1/2 de mv carré, ça va être le travail élémentaire puisque je suis partie de la définition du travail, j'ai écrit le produit scalaire FDL et qu'au bout du compte, je suis arrivée à une variation de cette quantité que je suis en train de définir, que je ne connaissais pas a priori, qui est 1/2 de mv carré. Alors, cette quantité, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique de la particule. Alors, une énergie cinétique, ça veut dire que c'est une énergie de vitesse. Elle est liée à la vitesse de la particule. Une particule qui est en mouvement, qui a une vitesse, eh bien, elle a obligatoirement une énergie cinétique. Donc, définition de l'énergie cinétique de la particule. Si la particule a une masse m et une vitesse v, eh bien son énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. Donc voilà une première forme d'énergie
qui est l'énergie qui est liée à la vitesse de l'objet. Alors, on a donc écrit que le travail élémentaire sur un petit déplacement dl correspondait à une petite variation de cette énergie cinétique. Je vous rappelle qu'au départ, on n'avait posé aucune hypothèse sur la nature de la force. Ça veut dire que cette équation qu'on vient de trouver, eh bien, elle est vraie tout le temps, quelle que soit la nature de la force. Alors, attention à une chose, c'est que j'ai considéré que la masse, que la particule de masse petit m était soumise à cette force F. La force F représente ici la résultante de toutes les forces appliquées à la particule. C'est-à-dire que dans un cas plus général où vous avez plusieurs forces qui apparaissent, eh bien, ce qu'on entend par F, c'est la somme de toutes les forces appliquées à la particule. Alors, imaginons un bloc, une boîte qui se déplace, qui glisse sur un plan. Eh bien, le travail de la force dont on parle ici, qui va correspondre à une variation d'énergie cinétique, eh bien, ça sera le travail de, si c'est une boîte qui glisse sur un plan, le travail du poids plus la force de contact qui s'exerce sur la boîte. Pardon. Alors, on va voir maintenant comment va se manifester ce travail élémentaire suivant l'orientation de la force, de cette résultante des forces par rapport au déplacement élémentaire dl. Alors, premier cas, si la force est parallèle au déplacement, eh bien, on vient de voir que le travail, on l'a défini ici, pardon. On a écrit que le travail, c'était le produit scalaire FDL. Donc, si F est parallèle à DL, mon cosinus ici va valoir 1. Ça veut dire que le travail élémentaire, c'est le produit des modules de F et de DL. Donc, si F est parallèle à DL, j'ai le travail élémentaire égal au produit des modules de la force et du déplacement élémentaire. Alors, deuxième cas, si F est perpendiculaire à DL, ben, je reviens à la définition de mon travail. Donc, F, DL, cosinus de pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 vaut 0, eh bien, ça veut dire que le travail élémentaire d'une force sur un déplacement qui est perpendiculaire à la direction de la force est nul. Alors, étant donné qu'on vient d'établir cette relation entre le travail élémentaire et la variation d'énergie cinétique, eh bien, ça veut dire que si la force est perpendiculaire à dl, ça implique que le travail élémentaire est nul, mais ça implique aussi que la variation d'énergie cinétique est nulle. Si la variation d'énergie cinétique est nulle, ça veut dire que l'énergie cinétique est constante. Alors, c'est le cas, par exemple, dans un mouvement circulaire uniforme. Dans un mouvement circulaire uniforme, vous vous rappelez que l'accélération n'a pas de composante tangentielle, il n'y a que l'accélération normale. Ça veut dire que la force appliquée dans un mouvement circulaire uniforme, ça ne peut être qu'une force qui a la direction de la normale. Et à ce moment-là, le mouvement circulaire uniforme va correspondre à une vitesse qui ne change pas, à une vitesse constante, puisqu'il n'y a que la composante normale de l'accélération qui existe. Et à ce moment-là, la vitesse étant constante, l'énergie cinétique est constante. Alors, si on est dans le cas général où les deux composantes de la force existent, c'est-à-dire que j'ai une force qui a une orientation quelconque, donc qui va faire un angle θ avec le déplacement dl, alors je peux, pour écrire mon produit scalaire FDL, je peux décomposer ma force en une composante qui est parallèle au déplacement
et une composante perpendiculaire au déplacement. À ce moment-là, quand j'écris le travail qui est le produit scalaire FDL, eh bien, j'aurai deux termes. J'aurai F parallèle DL plus F perpendiculaire DL. Or, je viens de voir que si la force est perpendiculaire au déplacement, eh bien le travail est nul, eh bien ça veut dire que le travail correspondant à cette composante perpendiculaire va être nul. Donc le travail élémentaire, quand les deux vecteurs F et DL sont quelconques, en réalité, c'est le travail élémentaire de la composante parallèle de la force. Tout se passe du point de vue du travail de la force, comme si la composante F perpendiculaire n'existait pas. Donc le travail, dans le cas quelconque, c'est la composante parallèle fois le déplacement. Oui, On pourrait, il y a une on question. pourrait répéter, madame. Pour le cas quelconque, Juste le dernier edit. c'est ça? Oui. F D'accord, et DL. d'accord, ok. Pour F et DL quelconque, c'est ça? Alors, je vais répéter, je vais rajouter une étape. Je vais rajouter une étape ici. Hein. Donc, ça sera égal à, c'est en rouge. Alors, je vais dire que le travail étant égal au produit scalaire FDL, eh bien, je vais écrire que c'est égal au produit scalaire alors ici, ça sera la somme, à la place de F, je vais mettre la somme des deux composantes. Hein. Donc, F parallèle plus F perpendiculaire. Alors ici, alors F parallèle, non, c'est là. Plus et puis ici, je mets DL. Mais madame, كيف يكون F Oui, parallèle et perpendiculaire en même temps? il n'est pas en même temps, il est la somme des deux. C'est comme quand vous avez, par exemple, un vecteur vitesse et que vous le décomposez suivant un axe X et un axe Y. Il va avoir une composante Vx et une composante Vy. Eh bien, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai décomposé la force F suivant une direction parallèle à dl. Alors, imaginons que dl soit sur un axe X. Eh bien, le F parallèle, c'est la composante Fx. Et le F perpendiculaire, c'est la composante Fy. F parallèle et F perpendiculaire sont les deux composantes de F, c'est-à-dire que ce n'est pas des vecteurs supplémentaires, c'est les deux vecteurs, quand vous les additionnez, qui vont vous donner la force F. C'est-à-dire que ce qui est réel, c'est la force F. Maintenant, ce qui est un peu une astuce de calcul,
c'est les composantes. C'est-à-dire qu'on a décomposé, on a cherché les projections sur un axe X et un axe Y du vecteur F. Donc, j'ai une composante F parallèle, une composante F perpendiculaire. Donc, quand j'écris que le travail, c'est le produit scalaire de F par dl, rien ne m'empêche de dire que c'est le produit scalaire de la somme de F parallèle et F perpendiculaire avec dl. Et donc, après, je distribue mon produit scalaire. Je vais avoir F parallèle dl plus F perpendiculaire dl, c'est ce terme-là. Et comme le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux donne 0, eh bien, ce travail, c'est uniquement le produit scalaire F parallèle dl. Est-ce que c'est plus clair? D'accord, d'accord. D'accord? Oui, d'accord. C'est Voilà. clair, merci, madame. Comment? J'ai Très... pas... Oui, c'est clair, madame. D'accord, ok, si c'est clair, D'accord. c'est bon. Alors, ça veut dire quoi en résumé? C'est qu'il n'y a que la composante parallèle qui va donner lieu à un travail. La composante perpendiculaire au déplacement, eh bien, ne va jamais compter dans le calcul du travail. Il n'y a que la composante qui est dans la direction du déplacement qui compte dans le calcul du travail. Alors, maintenant, si on regarde ce produit scalaire FDL, donc le produit scalaire de la composante parallèle à la direction du déplacement avec le déplacement, eh bien, on a deux situations possibles. Soit les deux vecteurs sont dans le même sens, soit ils sont de sens opposé. Donc, si l'angle qu'il y a entre les deux est égal à 0, eh bien, quand vous calculez le produit scalaire F parallèle dl, ça va vous donner module de F parallèle par module de dl, par le cosinus de 0, ça va vous donner un produit scalaire qui sera positif. Eh bien, ça voudra dire que le travail élémentaire est positif. Comme le travail élémentaire est égal à la variation d'énergie cinétique, eh bien, ça voudra dire que la variation d'énergie cinétique est positive. Et une variation, la variation d'une quantité quelconque qui est positive, ça signifie que la quantité en question est en train d'augmenter. Donc, ça veut dire que EC, si l'angle qu'il y a entre F parallèle et DL est égal à 0, eh bien, ça voudra dire que l'énergie cinétique augmente. À l'inverse, si F parallèle DL, si l'angle F parallèle DL est égal à pi, eh bien, quand on fait notre calcul du produit scalaire F parallèle DL, on va avoir F parallèle, module de F parallèle par module de DL, par le cosinus de pi. Le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, je vais avoir module de F parallèle par module de DL par moins 1. Eh bien, ça sera une quantité négative. Alors, si le travail élémentaire est négatif, ça veut dire que la variation d'énergie cinétique est négative. Eh bien, ça voudra dire que l'énergie cinétique diminue. Alors, on va tout de suite voir un exemple. Alors, c'est l'exemple du projectile. Alors, vous vous rappelez, on avait déjà étudié le mouvement du projectile en dynamique quand on a étudié le poids. Alors, on avait une trajectoire qui avait la forme d'une parabole et on avait vu que pendant la montée, eh bien, la vitesse diminuait et que pendant la descente, la vitesse augmentait. Alors, on va vérifier ça en considérant le travail du poids et comment varie l'énergie cinétique. Alors, j'ai décomposé ici mon poids suivant deux directions, une direction parallèle au déplacement. Alors, j'ai pris un très petit déplacement qui va être porté par la trajectoire, d'accord? Et j'ai décomposé le poids suivant cette direction du déplacement. Donc, je vais avoir une composante P parallèle et suivant la direction perpendiculaire à DL, ça va me donner une composante P perpendiculaire.
C'est bon? Alors, d'après ce qu'on vient de voir, le produit scalaire PdL, ce sera uniquement le produit P parallèle dl. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que P parallèle et dl sont des vecteurs qui ont même direction et des sens opposés. Ça veut dire que l'angle qu'il y a entre P parallèle et dl est égal à pi. Ça veut dire que le cosinus de pi étant égal à -1, je vais avoir le produit scalaire P parallèle dl qui sera une quantité négative. Et ça voudra dire que la variation d'énergie cinétique est négative. Si la variation d'énergie cinétique est négative, eh bien, ça veut dire que l'énergie cinétique est en train de diminuer. Et c'est bien ce qu'on avait observé quand on a étudié le mouvement du projectile, c'est que pendant toute la montée, eh bien, le module de la vitesse diminue. Donc, on voit bien ici que l'énergie cinétique diminue pendant la montée. Alors, pendant la descente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant la descente, le dl est orienté vers le bas, d'accord? Il est porté par la trajectoire, tellement petit qu'il est porté par la trajectoire. J'ai décomposé mon poids suivant la direction de dl, donc une composante P parallèle, et suivant la direction perpendiculaire à dl, donc la composante P perpendiculaire. Quand je calcule le travail du poids, eh bien, je n'aurai que la composante P parallèle qui va compter. Et maintenant, je regarde comment est le signe du produit scalaire P parallèle dl. Eh bien, les deux vecteurs sont dans le même sens. Ça veut dire que l'angle θ est égal à 0. Le cosinus de l'angle va être égal à 1. D'accord? Puisque θ égale 0. Le produit scalaire P parallèle dl va être égal au produit des modules avec un signe plus devant, ce qui veut dire que le travail élémentaire est positif. Ça implique que la variation d'énergie cinétique est positive et ça implique que l'énergie cinétique augmente. D'accord? Donc, j'ai un mouvement qui va se passer sur la partie descendante de la trajectoire. Pendant la descente du projectile, eh bien, je vais avoir un mouvement avec une vitesse qui va diminuer en module. D'accord? Alors, il y a un cas particulier qui est au sommet de la trajectoire. Au sommet de la trajectoire, eh bien, le vecteur dl est perpendiculaire à la force qui est le poids, d'accord, puisque le poids est à la verticale et au sommet de la trajectoire, le dl étant tangent à la trajectoire va être horizontal et le produit scalaire PdL va être égal à 0 puisqu'il n'y aura que la composante P perpendiculaire qui existera. Donc le produit scalaire PdL égale 0. Ça veut dire que le travail élémentaire est nul. Ça veut dire que la variation d'énergie cinétique est nulle. Ça veut dire que l'énergie cinétique, alors on ne peut pas dire qu'elle soit constante, puisque ça se produit à une seule position, eh bien l'énergie cinétique, elle passera par un minimum au sommet de la trajectoire. Alors, je vous rappelle comment évolue l'énergie cinétique. Donc, elle augmente pendant la montée, elle diminue pendant la montée. Sa valeur maximale, ça va être au sommet de la trajectoire. Et au fur et à mesure que le projectile va redescendre, eh bien, l'énergie cinétique va augmenter. Voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout à l'heure quand on étudiera l'énergie potentielle de gravitation. Vous verrez qu'on peut retrouver ce résultat avec l'énergie cinétique qui diminue à la montée et qui va augmenter à la descente du projectile. Voilà, est-ce que ça vous semble clair, cet exemple du poids? C'est bon? C'est bon? J'ai besoin de détailler plus ou vous avez compris? C'est clair, madame.
D'accord. Alors, on va passer maintenant à un théorème qui est très important dans ce chapitre sur l'énergie, c'est le théorème d'énergie cinétique. Alors, Madame, s'il vous oui, plaît, comment est-ce que vous représentez le DL? le DL. Alors, le DL, c'est un déplacement élémentaire. D'accord. Le DL, il est associé, il est tellement petit que vous pouvez l'associer à la vitesse instantanée. C'est-à-dire que euh, quand l'intervalle de temps est très très petit, le DL, vous vous rappelez quand on a parlé de l'orientation du vecteur vitesse, on avait vu que le vecteur vitesse instantané avait la direction de la tangente à la trajectoire. Que plus l'intervalle de temps était petit, et plus on se rapprochait de la direction de la tangente à la trajectoire. Donc ici, si je prends un intervalle de temps très petit, mon vecteur dl sera très petit. Bon, je l'ai représenté ici, il a l'air d'être tangent à la trajectoire. En réalité, le vecteur dl est très très petit, tellement petit qu'il est porté par la trajectoire, mais il a malgré tout la direction de la tangente à la trajectoire. J'ai peut-être un petit peu exagéré la longueur du vecteur, il serait plutôt là. C'est bon ou pas? Ah oui, merci beaucoup, c'est clair. Alors, théorème de l'énergie cinétique, eh bien, ça va être plutôt une généralisation de ce qu'on vient de trouver comme résultat. On a trouvé que le travail élémentaire, ça s'écrit aussi comme une variation d'énergie cinétique. Alors, correspondant à un très petit déplacement des L, eh bien, on va généraliser ça à un déplacement qui n'est pas un déplacement élémentaire. C'est-à-dire, si on a une particule qui se déplace d'un point A à un point B, alors sous l'action d'une force F, eh bien, le travail total, le travail de la force sur tout le déplacement qui commence au point A et qui finit au point B, eh bien, ça sera la somme de tous les petits travaux élémentaires qu'on aura eus depuis le point A jusqu'au point B. C'est-à-dire qu'on va décomposer le déplacement du point A au point B en tout petits déplacements élémentaires qui seront à la suite les uns des autres. D'accord? Et donc, le travail total de la force sur ce déplacement qui va de A à B, eh bien, on va écrire que c'est la somme de petits travaux élémentaires. Chacun, ce sera FDL. Et sachant que chaque travail élémentaire correspond à une très petite variation d'énergie cinétique, eh bien, ça reviendra à écrire le travail de la force F sur un déplacement qui va d'un point A à un point B comme étant l'intégrale de DEC entre le point A et le point B. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intégrale? Eh bien, si vous intégrez la différentielle de EC, ben, vous obtenez EC. Et on cherche à écrire la variation de cette quantité qui est l'énergie cinétique entre le point A et le point B. C'est-à-dire que le travail de la force F entre le point A et le point B, c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Alors, c'est ce qu'on appelle voilà. Je reprends. C'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Alors, dans le théorème de l'énergie cinétique, on ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe entre le point A et le point B. Ce qui nous intéresse, c'est le point de départ, le point d'arrivée. Si on connaît la vitesse au point de départ et la vitesse au point d'arrivée, eh bien, on connaît le travail de la force entre ces deux positions A et B. On écrit que c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ. Madame, là, Alors, oui, là, le valeur oui. absolu.
La valeur absolue. C'est-à-dire, نديروها لهنا ولا ما نديروهاش؟ mais c'est des quantités algébriques, hein. Le DEC est une quantité algébrique. C'est une variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien positif que négatif. ما Si يقدر l'énergie cinétique augmente, DEC sera positif, et si l'énergie cinétique diminue, DEC sera négatif. Oui, d'accord d'accord c'est bon? c'est bon. Alors, l'unité de travail et l'unité d'énergie cinétique, c'est le joule, hein. Alors, l'abréviation, c'est un J majuscule. Alors, on va passer maintenant à une autre forme d'énergie, qui est l'énergie potentielle. Et on va commencer par l'énergie potentielle de gravitation. Alors, l'énergie potentielle de gravitation, c'est l'énergie que possède un objet juste parce qu'il occupe une position dans l'espace. Alors, c'est grâce à sa position par rapport à la Terre qu'il va avoir cette énergie. Alors, on appelle ça une énergie de position ou une énergie gravitationnelle. Alors, de quelle force il s'agit? Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, quand on a défini le travail de la force, le théorème de l'énergie cinétique, on ne s'est pas occupé de la nature de la force, hein. On a pris ça dans le cas général. On a considéré cette force comme étant la résultante de toutes les forces appliquées. Eh bien, ici, on va voir le cas où la force appliquée, c'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. Alors, je vous rappelle l'expression de la force de gravitation universelle. Donc, c'est moins G grand M petit m sur R carré U. Donc, G, la Terre, d'accord, considérée ici comme un point, avec sa masse grand M, qui va attirer une masse petit m avec une force d'attraction F, alors qui est de sens opposé au vecteur U. Le vecteur U est toujours orienté de l'objet qui exerce la force vers l'objet qui subit la force. Donc, U est orienté de la Terre vers l'objet de masse petit m. Et la force est une force d'attraction gravitationnelle. Alors, je vais chercher le travail de cette force quand l'objet va, alors imaginons, ça peut être je sais pas, un satellite, un objet quelconque qui va se déplacer sur cette trajectoire curviligne. Alors, je vais du point A au point B et je vais calculer le travail de cette force entre le point A et le point B. Donc, je cherche la somme de tous les travaux élémentaires, donc l'intégrale entre A et B du produit scalaire FDL. Alors, je vais remplacer F par moins G grand M petit m sur R carré U et je fais le produit scalaire de cette expression avec le vecteur dl. Alors, qu'est-ce qui apparaît dans cette intégrale? Eh bien, il apparaît un produit scalaire UDL. Alors, je vais commencer par calculer ce produit scalaire UDL. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le module de U par le module de dl par le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Alors, je regarde quel est l'angle. Alors, j'ai la direction du vecteur U, c'est la direction que j'ai dessinée ici en pointillé, d'accord? La direction du vecteur dl, j'ai prolongé ici en pointillé, et voici l'angle entre dl et la direction du vecteur U. C'est bon? Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, le vecteur U étant un vecteur unitaire, eh bien, je vais avoir 1 multiplié par dl multiplié par cosinus θ. Donc,
module de U, c'est 1, ça donne dl cosinus θ. Et je vais regarder sur mon dessin ce que c'est que dl cosinus θ. Alors, j'ai fait un zoom de cette partie du dessin ici. Voici le vecteur dl. Je vais le mettre dans la même couleur. Voici. On va mettre un petit peu plus épais. Le voilà. C'est bon? Donc, j'ai reproduit ici le vecteur dl. J'ai reproduit la direction du vecteur U, cette direction en pointillé. La voici. Et voilà l'angle θ. D'accord? Que j'ai ici et que j'ai reproduit. θ étant l'angle entre la direction du vecteur U et la direction du vecteur dl. Donc, mon angle θ, je le rajouterai dans le PDF. Hein. L'angle θ, c'est cet angle-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que dl cosinus θ? Si vous regardez ce triangle, j'ai dessiné ici la perpendiculaire, j'ai un triangle rectangle. Donc, mon angle θ est ici. Ce côté-là du triangle rectangle, eh bien, c'est l'hypoténuse multipliée par cosinus θ. C'est-à-dire que cette quantité, c'est dl cosinus θ. Or, cette quantité, qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, cette quantité, quand vous passez de cette position à celle-là, eh bien, la distance R, alors la distance, je vous rappelle, que le R, c'est la distance entre M, le grand M, et petit m. Or, quand l'objet passe de cette position à celle-là, c'est-à-dire à la fin de son déplacement, eh bien, il se trouve à une distance R', d'accord? Cette distance R', ça va être quoi? Eh bien, ça va être la distance qu'il y avait au début du déplacement, d'accord? Plus une petite variation qu'on pourrait appeler dr. Eh bien, cette petite variation, c'est ce que vous avez ici. C'est mon dl cosinus θ. C'est-à-dire que si vous prenez, alors vous pourrez faire cette construction au compas, vous cherchez, alors vous tracez ici la droite qui va de grand M à la nouvelle position de petit m, d'accord? Et puis, vous tracez un arc de cercle de centre grand M et de rayon R, et vous allez avoir tout ce qui dépasse, qui sera en réalité la quantité dont R aura augmenté, c'est-à-dire la quantité dr. Et ce dr, eh bien, c'est exactement ce que vous retrouvez ici, c'est-à-dire cette quantité que j'ai dessinée en bleu ici, eh bien, c'est de ça que R aura augmenté quand M passe de ce point à celui-là. Eh bien, la distance entre l'objet de masse petit m et le centre de la Terre aura augmenté de cette quantité-là. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, Oui. s'il vous plaît, je n'ai pas compris comment vous êtes passé de dl cosinus θ à dr. Comment je suis passée de dl cosinus θ à dr? Alors, Oui. je vais rajouter un dessin. Une petite minute. Alors, la nouvelle distance. Voici la nouvelle distance entre, alors, la distance entre le centre de la Terre et l'objet de masse petit m, c'est R, d'accord? Je vais de cette position à celle-là. C'est bon? Maintenant, à la fin du déplacement dl, une fois que l'objet s'est déplacé sur sa trajectoire et qu'il est passé de cette position à celle-là, eh bien, sa nouvelle distance par rapport au centre de la Terre, ce n'est plus
R, c'est devenu R'. D'accord? C'est bon ou pas? Oui, madame. Alors, cette distance-là, c'est devenu R'. Si vous la comparez à la distance R, c'est quoi? Eh bien, c'est la distance R. Si vous tracez un arc de cercle ici de centre M et de rayon petit r, bah, tout ce qui dépasse, ça sera dr. D'accord ou pas? Oui, Donc, madame. quand vous passez de cette position à celle-ci, la distance entre grand M et petit m aura augmenté d'une quantité dr. Eh bien, il se trouve que cette quantité dl est tellement petit que cette quantité, vous allez la retrouver ici. C'est-à-dire que le dr qu'on peut lire ici, eh bien, vous allez le retrouver si vous tracez cet arc de cercle. Le dr, vous allez le retrouver ici. C'est-à-dire que ce sera la petite variation qu'aura eu la distance qui sépare la Terre, le centre de la Terre, de l'objet. C'est une approximation. Hein. Est-ce que c'est plus clair? Oui, madame, merci. Madame, j'ai pas Ok. compris, madame. Mais madame, Oui? Non, mais j'ai pas Comment? compris. Vous n'avez pas compris. Alors, il faudrait que je fasse un dessin plus grand. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? madame, j'ai une question. Oui? Normalement, cosinus θ égale à 0 parce que le vecteur I et le vecteur D, elle est perpendiculaire. Le vecteur U et le vecteur DL, oh non, pas du tout, ils ne sont pas perpendiculaires. L'angle est Et ici. DL est le tangent de cercle. Oui, oui, et le U, il a la direction de la droite qui va du centre de la Terre à Et DL هو المماس تاع الدائرة تاع DL, oui. نو الزاوية بيناتهم تكون 90 درجة. Non, pas du tout. Non, non. Mais pourquoi? Bah, on a pris une orientation quelconque. Attendez, je vais refaire le dessin ici et on va pouvoir discuter. Je vais l'agrandir. Hein. Alors, est-ce que c'est toujours perpendiculaire? Une petite minute. Hein, j'ai- Bon, alors, est-ce que... Voilà, donc j'ai la direction, regardez bien, la direction de U que j'ai prolongée ici en pointillé et voici la direction du vecteur DL. Est-ce que cet angle-là, je vérifie sur mon PC, non, cet angle-là, c'est pas un angle droit, d'accord? L'angle droit, il est ici, hein. Bon, comme j'ai changé, pardon. Voilà, ça semble un petit peu plus un angle droit ici. Je vérifie. Une petite seconde. J'arrange. Ah.
Voilà. Alors, mon angle θ, c'est ça. Hein. Mon angle θ, c'est l'angle qu'il y a entre la direction du vecteur U et la direction du vecteur dl. Donc, entre les deux directions en pointillé ici. Bah, vous voyez bien que ce n'est pas un angle droit. Oui, madame. Par contre, là où il y a un angle droit, c'est ici, entre cette direction en pointillé et quand j'ai abaissé la perpendiculaire à partir de l'extrémité de DL, j'ai abaissé la perpendiculaire ici pour avoir la projection de DL sur la direction du vecteur U. C'est bon? Vous êtes convaincu que ce n'est pas un angle droit, c'est un angle complètement quelconque hein, qu'il y a entre la direction du vecteur U et la direction du vecteur L. Oula. Bon, j'arrangerai ça après. Alors, on en est là, donc on en est arrivé à mon produit dl cosinus θ qu'on peut, par approximation, confondre avec la variation de la distance qu'il y a entre le centre de la Terre et la masse petit m, c'est dr. Alors, j'écris donc que à la place du produit scalaire UDL, je mets dr. Donc, le travail de la force de gravitation entre le point A et le point B, c'est moins l'intégrale donc de G grand M petit m sur R carré dr. J'ai juste remplacé le produit scalaire UDL par dr et je sors toutes les constantes de l'intégrale. Donc G grand M petit m, intégrale entre RA et RB. Donc je vais du point A au point B, donc R varie de la quantité RA à la quantité RB. De la quantité, alors j'intègre la quantité moins dr sur R carré. Alors ça, c'est une intégrale que vous connaissez bien. L'intégrale de moins dr sur R carré, c'est 1 sur R, c'est plus 1 sur R. Donc le résultat de mon travail entre le point A et le point B, c'est G grand M petit m multiplié par 1 sur R à prendre, à calculer entre RA et RB, c'est-à-dire 1 sur RB moins 1 sur RA. Voilà donc le travail de la force d'attraction gravitationnelle. Or, si on applique le théorème d'énergie cinétique, eh bien, je sais que ce travail, quelle que soit la nature de la force, c'est la variation d'énergie cinétique. Donc, je vais pouvoir dire que à la place du travail, je vais mettre variation d'énergie cinétique entre A et B. Donc, l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, c'est G grand M petit m sur RB moins G grand M petit m sur RA. C'est bon? Alors, oui? S'il vous plaît, les étapes du calcul, là, on n'est pas obligé de les savoir, non? Oui, vous pourrez retenir le résultat. D'accord, merci. De rien. Alors, l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, c'est G grand M petit m sur RB moins G grand M petit m sur RA. Alors, comme on a dit que l'énergie pouvait passer d'une forme à une autre, quand vous avez une forme d'énergie, une certaine forme d'énergie qui varie, eh bien, cette variation d'énergie, si c'est de l'énergie cinétique, on peut imaginer que ça correspond à, ça a pour contrepartie une variation d'énergie d'une autre forme. Alors, ce sera une variation opposée. Ça veut dire que si, par exemple, notre objet a gagné de l'énergie cinétique,
eh bien, ça voudra dire qu'en contrepartie, il a perdu la même quantité, mais dans une autre forme d'énergie. Alors, si on reformule ça, donc la variation d'énergie cinétique a pour contrepartie une variation opposée d'une autre forme d'énergie, et cette autre forme d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de gravitation ou énergie de position. C'est-à-dire qu'en fait, on va écrire que la variation d'énergie cinétique qu'on vient de trouver, c'est moins la variation d'énergie potentielle de position ou l'énergie potentielle de gravitation. Alors, si j'écris cette expression, donc variation d'énergie cinétique égale à moins variation d'énergie potentielle, ça veut dire que si je calcule ça entre deux positions A et B, je vais avoir l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale égale à énergie potentielle initiale, cette fois, moins l'énergie potentielle finale, puisque j'ai un signe moins ici. D'accord? J'aurais pu écrire, alors je vais le faire ici, c'est moins, je vais ajouter un signe ici, alors c'est moins, je vais mettre un crochet, et je vais dire que c'est, je changerai les bornes après, hein. Voilà. Donc, j'ai retraduit cette expression. Delta EC égale à moins delta EP. Donc, delta EC, une variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ. Et j'écris que c'est moins la variation d'énergie potentielle, c'est-à-dire moins l'énergie potentielle à l'arrivée, moins l'énergie potentielle au départ. D'accord? Et comme j'ai ce signe moins, eh bien ça me donne en réalité l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale, ce qui me donne que l'énergie, étant donné que la variation d'énergie cinétique, on vient de trouver que c'était G grand M petit m sur R B moins G grand M petit m sur R A, eh bien ça veut dire que cette variation d'énergie potentielle au point A moins énergie potentielle au point B, qui est égale à la variation d'énergie cinétique, eh bien c'est cette expression, c'est-à-dire G grand M petit m sur RB moins G grand M petit m sur RA. Alors, il ne faut pas oublier que dans cette expression, j'ai écrit énergie potentielle au point de départ moins énergie potentielle au point d'arrivée. Ça veut dire que si je veux écrire l'énergie potentielle au point B, il ne faut pas oublier que je dois avoir un signe moins, d'accord? Puisque j'ai énergie potentielle au point A moins énergie potentielle au point B, ça veut dire que l'énergie potentielle, au point A, c'est forcément moins G grand M petit m sur RA, que l'énergie potentielle au point B, c'est forcément moins G grand M petit m sur RB, et quand je fais la soustraction, eh bien, j'ai le signe moins qui a disparu ici. Donc, j'ai l'énergie potentielle à une position quelconque R qui est égale à moins G grand M petit m sur R plus une constante, parce qu'ici, j'ai une variation. Donc, si la constante existe, eh bien, quand je calcule la différence, la constante a très bien pu disparaître. Donc, l'expression de l'énergie potentielle à une position R,
c'est moins G grand M petit m sur R plus une constante. Alors, cette constante, on peut très bien s'en débarrasser en choisissant une condition particulière. Alors, on va considérer que l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0. Et on remplace ici. Alors, énergie potentielle à l'infini égale 0, donc je mets 0 ici, égale à moins G grand M petit m sur l'infini, c'est une quantité qui va être nulle, plus la constante, donc j'ai 0 égale 0 plus constante, ça veut dire que la constante est nulle, donc l'énergie potentielle à une position R, c'est juste moins G grand M petit m sur R. Alors, voilà la courbe d'énergie potentielle. Alors, je la définis uniquement au-delà de la surface de la Terre. Hein. Donc, je la définis à partir de petit r égale grand R, R étant le rayon de la Terre. Donc, la voici. Si vous voulez, la fonction complète, moins G grand M petit m sur R, elle serait... la courbe elle se prolongerait, elle irait vers une énergie qui tend vers moins l'infini quand R tend vers 0, mais l'énergie potentielle de gravitation n'est définie qu'à partir de la surface de la Terre. Donc on démarre à petit r égale grand R, et voilà la courbe d'énergie potentielle. Madame, c'est quoi le Oui. constant? Le constant, c'est quoi? C'est la constante d'intégration. Ah, d'accord. Je reviens à l'étape précédente. Oui, on a écrit à partir, on est parti de là, hein. On est arrivé à la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, égale à cette expression, d'accord? Et on s'est dit que si de l'énergie cinétique a disparu, eh bien, ça veut dire qu'elle s'est transformée, que l'énergie s'est transformée en autre chose. On va appeler l'énergie potentielle de gravitation. Si l'énergie cinétique a augmenté, ça veut dire que cette quantité d'énergie qui vient d'apparaître sous forme d'énergie cinétique, eh bien, elle a disparu sous une autre forme. D'accord ? Et cette autre forme qui a perdu une quantité, c'est l'énergie potentielle de gravitation. Alors, quand on écrit l'échange entre les deux formes d'énergie, de l'énergie cinétique qui s'est transformée en énergie potentielle, eh bien, on a cette expression qui apparaît, mais dans cette relation, ici, j'ai delta EP, mais je n'ai pas directement, l'énergie potentielle. Donc, si on examine les deux termes, eh bien, je cherche une énergie potentielle au point A moins une énergie potentielle au point B. Donc, ça veut dire que j'ai ici très certainement le terme qui correspond à l'énergie potentielle au point A, et ici, certainement le terme qui correspond à l'énergie potentielle au point B. Donc, je peux en déduire que l'énergie potentielle a une position quelconque, elle va s'écrire sous la forme moins G grand M petit m sur R. Mais comme j'ai calculé une différence ici, si au point A, j'ai une constante et qu'au point B, forcément, comme je définis l'énergie de la même façon au point A et au point B, cette constante, si elle existe au point A, elle existe au point B et elle est exactement la même. Donc, quand je fais la soustraction, la constante, elle a disparu. Donc, si je veux être complètement
rigoureuse, quand j'écris l'énergie potentielle à une position quelconque, je dois rajouter cette constante qui a peut-être disparu quand j'ai fait la variation ici. D'accord? Si Madame, vous mais comment appliquez on sait ça, s'il y a... Pardon, madame, comment on sait s'il y a une constante ou pas? eh bien, on ne le sait pas. Donc, on est obligé de faire comme si elle existait. Et regardez, si j'écris ici au point A, qu'est-ce que je vais avoir? Moins G grand M petit m sur RA plus constante. Et si je l'écris au point B, je vais avoir moins G grand M petit m sur RB plus constante. Et si je fais la différence, eh bien, je tombe là-dessus, c'est-à-dire que la constante, si elle existe, eh bien, la constante, quand je calcule la variation, elle a disparu. D'accord? Donc, on est obligé de la prendre en compte, de considérer qu'elle existe. Alors maintenant, on peut toujours se débrouiller pour que cette constante soit nulle. Alors, de quelle façon on se débrouille? Eh bien, en choisissant une origine pour l'énergie potentielle. Alors, pourquoi? C'est complètement arbitraire, hein, ce choix. Pourquoi est-ce que j'ai choisi que l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0? Eh bien, c'est parce que plus vous allez vous éloigner de la Terre et plus l'influence que va avoir la Terre sur vous va être faible. Vous avez bien vu que la force d'attraction gravitationnelle, alors celle-ci, plus R augmente et plus la valeur, le module de cette force va diminuer. D'accord? Donc l'énergie qui est associée à cette force, plus vous allez vous éloigner de la Terre et plus elle sera faible. Donc, c'est parfaitement logique de choisir comme origine de l'énergie potentielle, de se dire, si je suis à une distance infinie, quelle est la valeur de la force? Eh bien, la force, elle tend vers 0. Donc, si je suis à une distance infinie et que la force qui va avoir tendance à attirer l'objet vers la Terre est devenue nulle, eh bien, l'énergie qui est associée à cette force, elle est forcément nulle. Donc, je choisis que à l'infini, cette énergie potentielle est égale à 0. Et à ce moment-là, eh bien, si vous appliquez ça à cette définition de l'énergie potentielle, vous voyez tout de suite que cette constante va être nulle et que je vais pouvoir écrire que l'énergie potentielle à une position quelconque R, c'est moins G grand M petit m sur R. Alors, attention, en précisant bien que vous avez choisi cette origine pour l'énergie potentielle. Est-ce que c'est plus clair? Donc, madame, ici, soit je prends une constante qui n'a pas de valeur, mais je l'écris quand même, soit je travaille par supposition, c'est ça? C'est pas par oui, c'est pas par supposition, c'est-à-dire que ça suit quand même un raisonnement logique, hein, le fait d'avoir choisi comme point de référence pour l'énergie potentielle l'infini, se dire que à cette position, il ne peut pas y avoir d'énergie potentielle puisque de toute façon, il n'y a pas de force, donc il n'y a pas d'influence de la Terre sur un objet qui se trouverait à cet endroit. Oui, non, mais est-ce que c'est tout le temps moi qui choisis l'emplacement de la force ici? C'est pas tout le temps moi, non? Si, vous verrez tout à l'heure, on va regarder l'énergie potentielle à la surface de la Terre et vous verrez que c'est encore une fois nous qui choisissons la référence. D'accord, merci. Voilà, alors donc voici la courbe d'énergie potentielle de gravitation. Alors, la conséquence de la relation variation d'énergie cinétique opposée à la variation d'énergie potentielle, eh bien, ça va consister à réécrire ce qu'on a obtenu ici, c'est-à-dire énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale à l'énergie potentielle au point A moins l'énergie potentielle au point B. Donc, énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ.
égale à l'énergie potentielle au point de départ moins l'énergie potentielle au point d'arrivée. Alors, j'ai réécrit cette expression et j'ai regroupé d'un côté de l'égalité ce qui concerne le point A et de l'autre côté ce qui concerne le point B. Alors, vous voyez bien que si je fais passer moins EC de A, moins EC au point A à droite, il devient positif. Et si je fais passer moins EP de B à gauche, il devient positif aussi. Donc, j'ai l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A égale à l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Eh bien, ça veut dire quoi cette équation? Ça veut dire que la quantité EC plus EP ne varie pas quand je passe du point A au point B. Alors, cette quantité qui reste constante, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique totale dans le champ de l'objet, évidemment, dans le champ de gravitation terrestre. Alors, on la note ET, T pour total, énergie totale égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Alors, cette relation va nous permettre de... Alors, il faut garder à l'esprit que, évidemment, cette énergie totale est une quantité qui reste constante. Hein, d'accord? Puisque si je la calcule au point A et que je la recalcule au point B, eh bien, je trouve l'égalité entre les deux valeurs que va prendre cette énergie totale que j'ai calculée à deux points différents, à deux positions différentes. J'obtiens la même valeur. Ça veut dire que cette quantité reste constante. Alors, on va l'appliquer, cette conservation de l'énergie totale, au calcul de la vitesse de libération d'un projectile. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse de libération? C'est la vitesse qu'il faut donner à un objet pour qu'il se libère de l'attraction terrestre, c'est-à-dire qu'il puisse arriver à l'infini avec une vitesse au moins nulle. D'accord? Alors, s'il arrive à l'infini, eh bien, il arrive à un endroit, je vous rappelle que la force de gravitation, elle est en 1 sur r carré. Donc, s'il arrive à l'infini, eh bien, il arrive à une position où la force est nulle. Et donc, s'il arrive avec une vitesse nulle, eh bien, il va rester à l'infini. S'il y arrive avec une vitesse autre que 0, eh bien, il va continuer indéfiniment en ligne droite. Il va avoir un mouvement en rectiligne uniforme, puisqu'il n'y a rien qui le ramène à la surface de la Terre. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette vitesse de libération? Eh bien, on va la calculer en écrivant la conservation d'énergie totale. Alors, on écrit l'énergie mécanique initiale, l'énergie totale initiale, c'est-à-dire l'énergie qu'il a à la surface de la Terre quand on l'envoie vers l'infini. Donc, il a une énergie cinétique et une énergie potentielle. Alors, son énergie cinétique, c'est 1/2 de mVL carré, VL étant la vitesse de libération qu'on est en train de chercher. Et son énergie potentielle, eh bien, c'est moins G grand M petit m sur R. C'est-à-dire, j'applique ce qu'on vient de trouver à propos de l'énergie potentielle de gravitation à une position petit r. Si petit r est égal à grand R, eh bien, cette énergie potentielle devient égale à moins G grand M petit m sur grand R. D'accord? Alors, l'énergie totale finale, eh bien, c'est quand il arrive à l'infini. Quelle est cette énergie totale? Eh bien, c'est la somme de son énergie cinétique qui va être nulle parce que je veux qu'il arrive à l'infini avec une vitesse au moins nulle. Donc, son énergie cinétique doit être au minimum nulle. Et son énergie potentielle à l'infini est égale à 0, puisque c'est ça qu'on a choisi comme origine des énergies potentielles. Si l'objet est à l'infini, il n'a pas d'énergie potentielle. Donc, si je fais le bilan de cette énergie
au point d'arrivée qui est l'infini, eh bien, j'ai deux termes qui sont nuls tous les deux, donc l'énergie totale est égale à 0. Et j'écris ensuite la conservation de l'énergie mécanique totale. J'écris que l'énergie totale au point de départ, c'est-à-dire à la surface de la Terre, donc l'énergie totale au point R, est égale à l'énergie totale au point d'arrivée qui est l'infini. Je viens de trouver que c'est 0. Donc, j'ai un demi, j'écris l'égalité entre cette énergie et celle-là. Donc, un demi de mvl carré égale moins g grand M petit m sur R égale 0. Ben, ça me donne un demi de mvl carré égale à g grand M petit m sur R, c'est-à-dire que vl, c'est la racine carrée de 2gm sur R. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 11,2 km par seconde. C'est la vitesse qu'il faut donner, c'est le minimum qu'il faut donner à un projectile pour qu'il échappe à l'attraction de la Terre. Madame, Oui, et c'est pourquoi elle tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini? qu'est-ce qui tend EC? Oui, EC, c'est parce que c'est la vitesse qu'on est en train de chercher, c'est parce que c'est relatif à la définition de la vitesse de libération. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse de libération? C'est une vitesse suffisante pour que quand l'objet arrive à l'infini, il y arrive avec une vitesse au minimum nulle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en réalité quand vous lancez un objet, on va faire un dessin. Alors, je n'ai plus besoin de ça, je vais effacer. Bon, peu importe. Alors, je vais dessiner voilà. Alors ça sera la Terre. D'accord? Et puis, je vais dessiner un objet quelconque. Voilà, donc j'ai la Terre et puis un objet. Alors, je vais commencer par lancer cet objet à une hauteur quelconque. Alors, si je le jette à cette hauteur, je ne suis pas à l'infini. Hein. Quelle est la situation? Quand il arrive, on a déjà étudié le mouvement du projectile. Quand vous lancez un objet vers le ciel, il va monter jusqu'à une altitude maximale, c'est-à-dire là où sa vitesse va s'annuler. Et qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il reste là? Eh bien non, il va redescendre parce qu'il va être soumis à la force d'attraction gravitationnelle. On va mettre ça. Voilà, il va être attiré vers la Terre. Voilà. Alors, j'ai lancé ce projectile. Il arrive
à un endroit où la vitesse va être nulle. D'accord, je vais écrire ça. Voilà, il arrive à cette position avec une vitesse nulle, mais à une hauteur à laquelle la force existe encore. Hein. Donc, ce que je dessine ici, c'est la force d'attraction gravitationnelle qui va s'exercer sur la force. Alors, si votre projectile se trouve ici avec une vitesse nulle, il se trouve à cette position avec une vitesse nulle, mais avec une force qui le tire vers le bas, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va être accéléré pour redescendre vers la Terre. D'accord? C'est d'accord ou pas? Alors maintenant, ben, je vais changer la situation. Je vais l'envoyer plus haut. D'accord? Pardon, hein. Je vais l'envoyer plus haut. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va monter plus haut, il va avoir une vitesse. Il va avoir une vitesse nulle à son altitude maximale, d'accord? Il va être soumis, est-ce qu'il est encore soumis à une force d'attraction gravitationnelle puisqu'il n'est pas encore arrivé à l'infini? Oui, cette force d'attraction gravitationnelle existe, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce qu'elle est la même que quand il était ici? Non. صغيرة elle est inférieure. Exactement, elle va être plus petite. Donc, on va réduire, on va la rendre plus petite. Voilà. Alors, on est ici. C'est bon? Alors, c'est la force hein, que je dessine. Donc, il arrive à cette position avec une vitesse nulle, mais avec une force qui le tire vers le bas. Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va être accéléré vers le bas et il va avoir une vitesse, il va redescendre vers la Terre avec une vitesse qui va devenir de plus en plus grande et il arrivera sur la Terre avec une grande vitesse. D'accord? Eh bien, je continue. Cette fois, je vais à l'infini. D'accord? Imaginons que je sois très, très loin de la Terre, je suis à l'infini. Il arrive avec sa vitesse nulle, d'accord, à une position où la force vaut quoi à cette position? Je suis à l'infini. Quelle est la valeur de la force d'attraction gravitationnelle à l'infini? Presque zéro. C'est zéro, d'accord? Je considère que je suis à l'infini, le 1 sur r carré est tellement petit que je peux considérer que c'est zéro. Donc, je supprime la force, d'accord? Mon objet se trouve à l'infini avec une vitesse nulle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive? Eh bien, il va rester là. D'accord? Puisqu'il n'y a rien qui va l'attirer de nouveau vers la Terre. Donc, ça veut dire que je lui ai donné, quand je l'ai lancé à partir de la Terre avec une vitesse VL pour qu'il arrive jusqu'à l'infini avec cette vitesse nulle, eh bien, je lui ai donné une vitesse suffisante pour le libérer de l'attraction terrestre. Il ne va pas redescendre parce qu'il est arrivé à un endroit où il n'est plus soumis à l'attraction de la Terre avec une vitesse qui est nulle. Mais j'ai bien dit avec une vitesse au moins nulle. Donc, s'il arrive ici à l'infini avec une vitesse quelconque qui n'est pas nulle, eh bien, il va, comme il n'est pas soumis à la force d'attraction gravitationnelle, il a une vitesse, il est soumis à une force nulle, eh bien, il va continuer, c'est le principe d'inertie, il va continuer à se déplacer en ligne droite avec cette vitesse avec laquelle il est arrivé à l'infini. Est-ce que c'est plus clair? Cette histoire de pourquoi est-ce que
Pourquoi est-ce que l'énergie cinétique est nulle à l'infini? C'est parce que dans la définition de ma vitesse de libération, j'ai dit que c'est la vitesse qu'il faut lui donner pour qu'il arrive à l'infini avec une vitesse au minimum nulle. Donc, je dois considérer que au minimum, eh bien, l'énergie cinétique à l'infini est égale à 0. Alors, je vais remonter. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra l'énergie potentielle de gravitation à la surface de la Terre la prochaine fois. D'accord? Voilà, donc on s'arrête là. Madame, lundi Oui. prochain, on a un cours. Non, lundi prochain, c'est les vacances. D'accord, merci. On a 2 semaines de pause et puis on reprend après les vacances. Donc, ça sera, je ne sais plus, le 2 ou le 3, je ne me rappelle pas. Alors, le premier lundi, donc ça sera le 3. Oui? Madame, s'il vous plaît, le TD, c'est dans 15 minutes ou dans 10 minutes, c'est quand? Vous voulez 15 minutes de pause? Non, c'est vous qui voyez, madame, parce que si on prend 15 minutes de pause, on prendra du retard après. Donc, on finira plus tard. C'est comme vous voulez. Ben, on peut, il est déjà 10h03. On reprend à 10h15. D'accord? D'accord. Madame,